Alors, dans le cadre de ce webinaire dédié aux urgences neurologiques en temps Covid et post-Covid, je vais aborder avec vous le sujet des pertes de connaissances d'origine neurologique, une situation à laquelle les praticiens sont souvent confrontés dans le cadre des urgences médicales. Comme vous le savez, bien sûr, la Covid-19 affecte principalement le système respiratoire et cardiovasculaire. Cependant, l'atteinte neurologique est fréquente et peut même entraîner des complications graves si elle n'est pas diagnostiquée et prise en charge précocement. Les manifestations neurologiques les plus fréquemment observées sont les céphalées, les encéphalopathies et les accidents vasculaires cérébraux, mais il n'est pas rare que les patients se présentent aux urgences pour une perte de connaissance brève dont il faudra déterminer l'origine. Alors, qu'est-ce qu'une perte de connaissance brève? En fait, il s'agit d'une suspension des fonctions de relation, à savoir la conscience, la sensibilité ou la motricité, qui est de courte durée, ça va de quelques secondes à quelques minutes, et elle est spontanément réversible. Elle peut avoir plusieurs causes, dont les plus fréquentes sont les désordres cardiovasculaires, qui vont de l'arythmie cardiaque au syncope vasovagal. On a aussi l'hypoglycémie qui peut se manifester par une perte de connaissance, ou encore la crise d'épilepsie. Bien entendu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pertes de connaissance d'origine neurologique, représentées essentiellement par les crises d'épilepsie et qui peuvent poser des problèmes de diagnostic et de prise en charge. Qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie? La crise épileptique correspond à un dysfonctionnement transitoire et réversible du système nerveux central. Ce dysfonctionnement est consécutif à une décharge paroxystique hypersynchrone et excessive d'une population de neurones corticaux. L'épisode aigu est de durée brève, le plus souvent moins de 2 minutes, et sur le plan clinique, la crise se manifeste par une altération de la motricité, de la sensibilité, des fonctions cognitives ou alors de la conscience. La sémiologie des crises d'épilepsie est très riche et polymorphe. En fait, elle dépend du point de départ de la décharge neuronale. La plus spectaculaire et la plus connue de tous, c'est la crise tonico-clonique généralisée, anciennement appelée crise grand mal, et qui associe des phénomènes moteurs, des troubles végétatifs et une perte de connaissance. La crise s'organise de façon stéréotypée en 3 phases. Une première phase tonique qui dure 10 à 20 secondes, suivie d'une phase clonique qui dure 20 à 30 secondes, et enfin une phase résolutive qu'on appelle le coma post-critique, et qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. Alors là, je vais vous montrer une crise tonico-clonique généralisée. Le patient est inconscient, il a le tronc et le cou en hyperextension et les 4 membres en extension et en adduction. Ensuite débute la phase clonique qui, comme vous le voyez, est une succession rythmique de secousses musculaires en flexion suivies de relâchements qui vont secouer l'ensemble du corps. Au fur et à mesure que la crise progresse, ces secousses vont diminuer en fréquence et en amplitude pour signer la fin de la crise et laisser place à la phase résolutive ou post-critique qui va durer quelques minutes et qui se manifeste par une résolution musculaire totale, un relâchement, avec une respiration qui est ample et bruyante, gênée par l'hypersécrétion salivaire. Il peut s'y associer un relâchement sphinctérien avec émission d'urine et parfois de sel. La crise dure généralement moins de 5 minutes et le patient se réveille le plus souvent dans l'ambulance ou dès son arrivée aux urgences. Lorsqu'il se réveille, le patient est confus, il présente une amnésie post-critique, c'est-à-dire qu'il n'a aucun souvenir de la crise, il a des céphalées et il se plaint de courbatures. Là, le problème qui se pose est triple. Il faudrait déjà reconnaître la crise, rechercher son étiologie et enfin prévenir la récidive. Alors, reconnaître la crise, cela revient à éliminer les diagnostics différentiels. Le diagnostic d'une crise d'épilepsie peut être aisé lorsque le praticien assiste à la crise et que cette dernière s'accompagne de phénomènes moteurs. Dans le cas contraire, il est parfois difficile de distinguer une crise d'épilepsie d'une syncope et le diagnostic repose essentiellement sur l'interrogatoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Il s'agit d'un épisode paroxystique caractérisé par une perte de connaissance et du tonus qui est en rapport avec une diminution de la perfusion artérielle cérébrale.
Autrement dit, dans la syncope, on a une perte de connaissance avec relâchement musculaire. Cette syncope peut survenir brutalement ou être précédée d'une hypothymie qui dure quelques secondes sous forme d'une sensation vertigineuse avec des phosphènes et signes végétatifs tels que la pâleur, les sueurs, les nausées ou alors l'hypersialorée, c'est-à-dire l'hypersécrétion salivaire. Théoriquement, le tableau de la crise épileptique généralisée s'oppose point par point à celui de la syncope. Dans la crise épileptique, le début est brutal. Par contre, la syncope est souvent précédée d'un malaise prémonitoire. La chute de la crise épileptique est souvent traumatisante, entraînant des blessures au visage et au crâne, ce qui n'est généralement pas le cas de la syncope. L'apnée qui accompagne la crise épileptique est responsable d'une cyanose, alors que la syncope s'accompagne plutôt d'une pâleur. Et puis, lors d'une crise d'épilepsie, la contraction de la mâchoire entraîne une morsure latérale de la langue, qui est un élément pathognomonique de l'origine épileptique de la perte de connaissance. Les clonies de la crise épileptique sont caractérisées par leur stéréotypie, c'est-à-dire qu'elles se répètent toujours de la même façon, et leur rythmicité. Par contre, dans la syncope, le sujet est inerte, et il est rare d'observer de rares clonies discrètes des extrémités. La phase post-critique d'une crise est caractérisée par un relâchement sphinctérien qui se traduit par une perte des urines, parfois même des selles, un coma stertoreux avec respiration bruyante et une confusion avec amnésie de la crise. Par contre, dans la syncope, la perte de connaissance est très brève et le sujet reprend conscience immédiatement sans aucune désorientation au réveil. Bien entendu, un ECG doit être systématiquement réalisé pour éliminer un trouble du rythme cardiaque, tel qu'un syndrome du QT long chez un sujet jeune par exemple, ou alors un BAV chez le sujet âgé. Alors, une fois l'origine épileptique de la perte de connaissance confirmée, l'interrogatoire doit passer en revue tous les détails sémiologiques de la crise pour essayer de déterminer le point de départ de la décharge neuronale. On va rechercher d'éventuels facteurs déclenchants, préciser le caractère brutal du début et essayer de décrire les prodromes. Parfois, le patient est incapable de décrire les signes et symptômes ayant précédé la crise en raison de l'amnésie post-critique, d'où l'intérêt d'interroger les témoins éventuels. L'interrogatoire va tenter de répondre à un certain nombre de questions à la recherche d'une étiologie. Par exemple, s'agit-il de la première crise ou alors le patient est un épileptique connu? Y a-t-il des circonstances favorisantes telles qu'une privation de sommeil, une libation, un sevrage alcoolique, la prise ou l'arrêt brutal d'un médicament, la prise de toxiques, le stress? Y a-t-il eu un traumatisme crânien avant ou pendant la crise? Est-ce qu'il y a une maladie générale ou neurologique préexistante pouvant rendre compte de la survenue d'une crise, telle qu'une tumeur cérébrale ou un AVC? Est-ce qu'il y a des épileptiques dans la famille? Et puis, si c'est une femme, y a-t-il une grossesse en cours? Il faudra penser alors à l'éclampsie. Ensuite, l'examen clinique va rechercher avant tout un déficit neurologique focal post-critique, des signes neurologiques associés et des éléments pouvant orienter vers une pathologie causale telle qu'une fièvre, des points de piqûre sur les avant-bras qui pourraient témoigner d'une toxicomanie. Bien entendu, le premier bilan à réaliser de façon systématique en même temps que l'on examine le patient doit comporter une glycémie capillaire à la recherche d'une hypoglycémie et un ECG pour éliminer une syncope. On complète ensuite par un ionogramme sanguin, une calcémie, un bilan rénal à la recherche d'un trouble métabolique. Et puis, selon le contexte, on peut également demander une formule, une VS, une CRP, un dosage des toxiques dans le sang et les urines, un dosage plasmatique des antiépileptiques chez un patient épileptique connu en cas de doute sur l'observance du traitement. Le dosage de la créatine kinase est très intéressant à effectuer parce qu'il est souvent élevé après une crise convulsive généralisée et donc ça peut être utile aux urgences pour le diagnostic différentiel d'une syncope. Enfin, si le bilan étiologique n'est toujours pas concluant et devant le contexte actuel de pandémie Covid-19, il faut penser à dépister la Covid par PCR et ne pas hésiter à réaliser un scanner thoracique, surtout s'il y a notion de contact. Alors l'EEG, l'électroencéphalogramme, est rarement disponible dans le cadre de l'urgence, mais si vous avez la possibilité de le réaliser, l'enregistrement intercritique peut apporter des arguments
pour le diagnostic positif de l'épilepsie. On recherche avant tout des anomalies paroxystiques, c'est-à-dire des pointes ondes, qui peuvent être généralisées ou focales. Ceci dit, il ne faut jamais perdre de vue le fait que l'EEG intercritique puisse être strictement normal chez d'authentiques patients épileptiques, d'où l'intérêt de le répéter ou de faire des EEG de sommeil par exemple. Maintenant, faut-il demander une imagerie cérébrale en urgence? En fait, l'imagerie s'impose devant des situations particulières, devant une crise inaugurale, devant la recrudescence ou la modification sémiologique des crises chez un épileptique connu, ou alors devant des éléments qui orientent vers une crise symptomatique d'une lésion cérébrale, telle que des céphalées aiguës récentes, un syndrome méningé, un déficit neurologique focal, une confusion post-critique qui est prolongée, un trauma crânien, une néoplasie en cours, une infection à VIH, ou alors la notion de traitement anticoagulant. L'IRM cérébral n'étant pas disponible dans le cadre de l'urgence, le scanner cérébral reste l'examen de choix. Maintenant, quelle est l'attitude à adopter en pratique? Lorsqu'on assiste à la crise, et malgré son caractère impressionnant, il faut savoir qu'elle est sans danger et ne nécessite aucune mesure de réanimation. Les seules mesures à envisager sont de faire en sorte que le patient ne se blesse pas durant la crise, de faciliter sa respiration, le mettre en position latérale de sécurité, la tête basse, pour permettre l'écoulement salivaire et ne pas introduire le doigt dans sa bouche. Il faut aussi rassurer l'entourage et attendre le réveil dans le calme. En cas de crise unique qui dure moins de 5 minutes, l'injection d'une benzodiazépine en urgence ne se justifie pas. On sait en effet que la crise est spontanément résolutive dans la très grande majorité des cas, et donc l'injection d'une benzodiazépine ne fera que prolonger le coma post-critique. Par contre, s'il s'agit d'une crise prolongée ou survenant en salve, ou lorsqu'on suspecte un sevrage éthylique, là, l'injection intraveineuse d'une benzodiazépine telle que le clonazepam ou le diazépam est justifiée. Maintenant, faut-il envisager une hospitalisation en urgence? Oui, si les crises sont répétées et a fortiori si s'installe un état de mal épileptique. Ce dernier est défini comme une crise qui persiste suffisamment longtemps ou qui se répète avec des intervalles suffisamment brefs sans reprise de conscience entre les crises. Il s'agit d'une situation d'urgence médicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital et nécessitant la prise en charge dans une unité de soins intensifs afin de stopper les crises avant l'installation de lésions cérébrales irréversibles. On hospitalise aussi s'il existe un risque de récidive à court terme, par exemple en cas d'intoxication éthylique aiguë, de sevrage alcoolique, de sevrage de médicaments comme les benzodiazépines. L'hospitalisation est indiquée également en cas de suspicion d'une pathologie neurologique aiguë associée responsable des crises, telle qu'un AVC, un hématome sous-dural aigu, une méningoencéphalite. Alors, il est inutile d'hospitaliser le patient s'il est déjà connu épileptique, que le retour à la conscience est rapide et a fortiori s'il n'y a pas de blessure, de détresse physique ou de grossesse. On se contentera alors d'une observation pendant quelques heures pour s'assurer de l'absence de récidive ou de confusion durable. Dans tous les cas, il faut confier le patient au neurologue pour classer cette crise, identifier le syndrome épileptique en question et entamer le traitement antiépileptique adéquat. Alors, le cas particulier du patient connu Covid. Alors, chez un patient atteint de Covid-19, la crise peut être la conséquence d'une hypoxémie, d'une défaillance d'organes, de désordres métaboliques, d'interactions médicamenteuses ou même de lésions cérébrales qui sont occasionnées par la Covid. Dans de telles circonstances, il est primordial de déterminer et de traiter immédiatement la cause de la crise. Cependant, il est souvent nécessaire de débuter également un traitement antiépileptique. Cela permet de stopper les crises prolongées et d'éviter la survenue d'autres crises. Le choix du traitement antiépileptique devra tenir compte de ses propriétés pharmacologiques, à savoir le délai d'action, les interactions médicamenteuses et les effets indésirables, et aussi des facteurs liés au patient tels que l'âge, les fonctions respiratoires, rénales, hépatiques et cardiaques. Alors, quels sont les messages clés à retenir? En premier lieu, devant toute perte de connaissance brève, il faut penser à la crise d'épilepsie.
Le diagnostic est essentiellement clinique, basé sur l'interrogatoire du patient et des témoins de l'épisode. Il faut réaliser une glycémie capillaire en urgence et un ECG afin d'éliminer les principaux diagnostics différentiels qui sont l'hypoglycémie et la syncope. Après avoir confirmé l'origine neurologique de la perte de connaissance, une enquête étiologique s'impose, surtout s'il s'agit d'une crise inaugurale, et dans ce cas-là, il faut faire un bilan biologique et un scanner cérébral. Et enfin, vu le contexte de pandémie, le dépistage de la COVID-19 devrait faire partie intégrante du bilan étiologique de toute crise épileptique inaugurale. Et je vous remercie pour votre attention.